On a un dataset qu'on vous fournit, qui va être l'objet d'étude, sur lequel, vous allez pouvoir tester différentes techniques de réduction de modèles. Le dataset en question, il est un petit peu particulier parce que c'est donc l'objet sur lequel, vous allez travailler, c'est la partie en bleu qu'on voit en bas à gauche là. Je vais essayer de mettre si je peux avoir mon pointeur, ça serait pas mal. Voilà. Donc c'est cet objet-là, qui est une structure simplifiée, hein, comme on peut le voir, qui est censée représenter un petit peu le genre de structure qu'on aurait à l'avant d'un véhicule. Donc ça représente les longerons, là on voit des traverses, et donc c'est pas une structure réelle, c'est une structure qui a été, idéalisée, mais elle représente, disons les caractéristiques de ce qu'on verrait dans une simulation de crash, dans le sens où on a des grandes déformations, on a des contacts, on a de la plasticité, on a des rotules plastiques qui apparaissent. Enfin, on a à peu près toutes les features qu'on retrouverait dans une vraie simulation, mais sur un jeu de données qui est plus petit. Ce qu'on se propose de faire ici, là, c'est d'essayer de faire de la réduction de modèles sur ce dataset, c'est-à-dire d'apprendre sur un ensemble de snapshots, d'exemples, de simulations de ce type-là, le comportement de la structure pour pouvoir le reproduire, mais avec un temps de calcul qui serait plus court. Le cadre dans lequel on se met, c'est, un cadre d'optimisation. Parce que l'idée, c'est de remplacer finalement le solver par un surrogate model qui va permettre de faire des boucles plus rapides. Et on est dans une optimisation particulière parce qu'elle est multi-objectif. Dans le sens où on va vouloir minimiser en même temps la masse et enfin en même temps, trouver le meilleur, compromis entre la masse et puis l'intrusion. Et par intrusion, il faut comprendre, ici la déformation qu'on voit mesurée entre les 2 points, donc la diminution de taille de ce longeron, on va dire, de cette poutre. On a une métrique, un KPI qui est un petit peu particulier là, qui a été défini, spécifiquement pour ce dataset et que j'expliquerai, plus tard et qui est basé sur la construction d'un front de Pareto. Et donc du coup, on va le détailler, mais ce qu'on fournit, c'est un ensemble de simulations de ce type-là avec des conditions, avec des géométries différentes ou bien des épaisseurs différentes et donc avec un déroulement du crash qui va être différent et il faudra, prédire l'ensemble des états au cours du temps en fonction de l'état initial. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Non, c'est clair. Donc, les données fournies sont celles-là. Alors si je reprends, des terminologies classiques en machine learning, je vais avoir une matrice X qui va être mes inputs et une matrice Y qui va être mes sorties. Là, il se trouve que mon input, c'est un état initial dans différentes configurations. Donc là, pour le coup, je les ai représentés de manière identique, mais ici, il faut imaginer, différentes géométries. Et puis associé à cet état initial, j'aurai, tout un snapshot une série de time frames qui décrivent, la cinématique du crash au cours du temps. Donc ici, j'ai une géométrie à un instant T0 et puis associé à cette géométrie, j'ai, une trentaine de maillages, déformés au cours du temps. L'idée, c'est d'utiliser ça, donc on a environ une cinquantaine, c'est l'ordre de grandeur, une cinquantaine d'exemples et d'entraîner un modèle là-dessus et puis après d'utiliser ce modèle entraîné sur un nombre d'états initiaux beaucoup plus grand pour faire un nombre de prédictions en grand nombre. Donc la différence, je dirais, par rapport à une approche classique où on aurait des modèles paramétrés, où on chercherait à relier, bah, les paramètres à des KPI de sortie, des KPI scalaires souvent, c'est que, ici, on se situe, beaucoup plus proche du solver dans le sens où l'input qu'on va donner au modèle réduit, c'est vraiment un maillage et puis ce qu'on va récupérer en sortie, bah, c'est des champs, donc des maillages, déformés. Donc on n'est pas sur de la modélisation, par surface de réponse avec une géométrie paramétrée, on est sur quelque chose où, on donne du maillage en entrée, on récupère du maillage en sortie. Du maillage des champs. Ouais. Juste, si je peux me permettre, Vas-y. les données de validation, enfin, je suppose que c'est les données de validation qu'on voit à droite, les 1000 De maillages. de test, Est-ce de que test, ouais. ouais, ça, c'est des données qui sont fournies, les données de. Ils doivent pas reconstruire de, Ce enfin, la base de données, base apprentissage et sa partie, et les données de validation, la base de validation, tout est fourni, hein. Non, ici tu as la base Non? d'entraînement où on fournit les entrées et les sorties Ouais. pour, l'entraînement et après on va fournir uniquement les états initiaux pour la base de test. Ouais, ouais, d'accord, ok. Par contre, ce qu'on va fournir, ça je vais le détailler par la suite, c'est un scorer, donc c'est un exécutable qui, sur la Ouais, base des prédictions, faites sur les données de test, va fournir un score.
Donc Ouais, d'accord. contrairement à certains challenges où tu uploads, tes prédictions sur un serveur pour avoir un score, ce qui va se passer là, c'est que le scoreur, en fait, on le transmet au candidat et il l'exécute en local chez eux. D'accord, OK. Donc pour le dire autrement, les résultats qui sont ici, cachés au candidat sont encodés, dans le binaire du scoreur. D'accord, OK. OK? Donc merci de pas, hacker la chose et de jouer le jeu. Donc je le mentionnais précédemment, il y a 2 jeux de données en fait dans le jeu de données PIBIM. Il y en a un où on va avoir une géométrie initiale qui sera, tout le temps la même, mais où on va faire varier les épaisseurs des différents segments qu'on voit ici, des différentes parties. Et la simple variation d'épaisseur, bah, permet, comme on l'imagine bien, d'avoir des déformations qui sont différentes. Là, globalement, le niveau de gris, il traduit l'épaisseur de de la poutre et donc on voit que sur des épaisseurs plus importantes, on a moins de déformations. Donc ça va amener du coup des scénarios complètement différents avec des contacts qui vont avoir lieu ou pas, puis des rotules plastiques qui vont, pas se faire aux mêmes endroits, quoi. Ce jeu de données là, qu'on appelle, PBIM Thickness, il est constitué de 60 simulations complètes pour l'entraînement, c'est ce qu'on disait précédemment, et puis de 1200, instants initiaux pour, les données de test D'accord, OK. fournies uniquement à l'instant zéro. Et puis on a un deuxième jeu de données qui est plus complexe, dans le sens où cette fois-ci on va pas faire varier les épaisseurs, on va faire varier uniquement les géométries. Enfin, quand je dis uniquement, c'est justement ça le gros du problème, c'est que là, bah, vous le voyez, on a des features géométriques, qui sont différentes, donc des évidements, ou bien des tailles de poutres qui vont, être, différents. On n'est pas exactement non plus sur le même cas de chargement, là on est centré alors que là on est décalé. Pour, ce jeu de données-là, on a un peu plus de données en apprentissage parce qu'on considère qu'il est plus complexe, il y a plus de variabilité. Donc là on a fourni 150 points pour l'entraînement. Donc par point, il faut entendre géométrie initiale et puis le film du déroulé du crash. Et là, de manière identique pour le jeu de test, on aura 1200 prédictions à faire. Donc faut avoir en tête du coup que le modèle réduit, on attend de lui qu'il aille plus vite qu'un calcul élément fini, évidemment. Ouais, bah, oui. Et c'est quelque part la contrainte, elle est quelque part, induite aussi par le fait qu'on vous demande 1200 prédictions. Donc si à chaque itération, ça vous prend 2 jours, de toute façon, ça va pas être pratique, pour vous non plus, quoi. Ouais. Alors au niveau du score, de la métrique qu'on a définie, donc je le mentionnais, on a 2 objectifs comme souvent, hein, dans les problèmes industriels, on n'a pas 2, en général plusieurs et ils sont souvent, contradictoires, dans le sens où on veut minimiser la masse, hein, pour des raisons évidentes, de coût de fabrication, d'autonomie aussi, du véhicule, parce que ça joue sur la consommation. Et puis, ici, on va vouloir minimiser l'intrusion. Donc l'intrusion, je rappelle, hein, c'est la déformation de la structure et ça, c'est pour des raisons de safety, de protection de l'occupant. Et donc, quand on veut, traiter des objectifs concurrents comme ça, en nombre supérieur à 1, on fait appel à ce qu'on appelle la notion d'optimalité au sens de Pareto. Donc là, on va la rappeler, pour ceux qui n'auraient pas forcément la notion en tête. Ici, si je représente toutes les solutions techniques, que j'aurais envie d'évaluer dans cette optimalité au sens de Pareto, je vais pouvoir, pour chacun des points que je vois ici, afficher dans un graphe l'intrusion versus la masse. Et ce qui va m'intéresser finalement, c'est de trouver les solutions qui ont la masse la plus petite et l'intrusion la plus petite. Donc j'essaie de me rapprocher de ce point, en bas à gauche. Donc si je considère cette solution technique, finalement, elle n'a pas d'intérêt vis-à-vis des autres, parce que tous ces points-là qu'on voit dans ce cadran inférieur gauche, heu, offrent un meilleur bénéfice, en termes et de masse et d'intrusion en même temps. Donc si je continue la recherche, je vois que ce point-là, pareil, n'est pas intéressant au sens, de Pareto. Et puis je vais arriver sur des points qui, pour le coup, ne vont plus offrir, de meilleures solutions techniques, au vu de ce critère-là. Sauf que ce point-là, finalement, je vais pas pouvoir le distinguer de ces 2 autres points. C'est en fait, l'ensemble des points qui sont sur cette frontière-là sont tout aussi intéressants en termes de compromis. Donc si j'ai pas une pondération a priori de l'intérêt que je porte à la masse versus l'intrusion, j'ai aucune raison de distinguer, ces 3 points-là. Ils sont tous aussi intéressants
Et la solution du problème d'optimisation consiste à trouver l'ensemble de ces points-là, c'est-à-dire géométriquement en fait ceux qui sont sur cette espèce d'enveloppe. Donc là, ce qu'on a dit, c'est que dans l'ensemble de ces solutions techniques-là, finalement, le résultat de l'optimisation doit nous amener à pouvoir déterminer ces 3 points-là, qui correspondent à trois designs qu'on voit ici en rouge. Ce qu'on montre là, ça serait ce qu'on obtiendrait par essai ou par calcul élément fini, donc ce sont les vraies données. Alors là, vous avez bien compris qu'on va faire intervenir un surrogate model de manière à calculer l'ensemble des solutions de manière plus rapide, mais approximée. À partir du moment où on va introduire une erreur d'approximation, on va se retrouver avec un front de Pareto qui ne va pas être le front de Pareto dit réel, celui qui serait issu des calculs éléments finis, mais plutôt celui qui est estimé par le surrogate model. Et l'erreur d'approximation va introduire des déplacements dans les points. Donc là, j'ai introduit une erreur uniquement au niveau de l'intrusion, mais en pratique, on pourrait considérer qu'on a une erreur aussi au niveau de la masse. Bon, il se trouve que là, la masse, elle se déduit directement de la géométrie, donc on introduit une erreur avec le surrogate model en termes d'intrusion uniquement. Et donc là, vous voyez que les points, ils ont bougé par rapport au point de référence. Et en bougeant, quand je vais calculer mon fond de Pareto sur le plan des KPI estimés, je vois que je ne vais pas tomber exactement sur le même front de Pareto. Et ce qui est important, c'est que finalement, c'est pas tant la position de ce front de Pareto dans l'espace, c'est-à-dire c'est pas la position de cette courbe bleue par rapport à cette courbe bleue qui nous intéresse, mais c'est plutôt les designs qui ont été sélectionnés par ce front de Pareto. Donc là, si je fais le bilan, dans mon plan estimé, bah, j'ai un certain nombre d'optimums qui ont été manqués, c'est-à-dire ceux qui étaient bien désignés par le front de Pareto ici sont remontés à l'intérieur du nuage, et du coup ils ne sont plus sélectionnés par le concepteur comme étant des optimums, parce qu'on les voit comme des solutions qui sont mélangées à l'intérieur des autres. Et à contrario, bah, j'ai aussi des faux optimums hein, qui vont apparaître. Ceux qui n'étaient pas des solutions optimales, bah, finalement elles sont vues comme étant optimales dans ce plan des objectifs estimés. Et donc, la métrique le KPI qu'on a défini dans ce challenge, il est basé sur ça, sur le fait qu'on va vouloir d'une part retrouver les vrais optimums, ceux qu'on voit ici en rouge, et puis en même temps, on va vouloir minimiser le nombre de faux positifs, entre guillemets. Et donc quand on fait ça, on se retrouve encore avec deux métriques, et donc on va être obligé d'en fixer une et se dire bah, je vais mettre un nombre de faux positifs donné max, et je vais regarder combien d'optimum je vais réussir à récupérer. Donc ça prend la forme suivante. Là, pour l'instant, c'était des schémas de principe, mais là, ce que je vous montre, c'est les vraies données. Donc sur les 1200 simulations, ce qu'on voit ici, c'est on a les 60 points d'entraînement, donc c'est les petits carrés qu'on voit en blanc ici. Les points bleus et les points rouges sont les 1200 simulations dans le plan des objectifs. Et puis on a en rouge les simulations qui sont sur le front de Pareto. Donc vous remarquerez que c'est plus une bande de Pareto, on va l'appeler comme ça, qu'un front de Pareto, dans le sens où on s'est donné une petite latitude ici. Voilà, donc on recherche des optimums à un delta d'intrusion près, quoi. Donc on considère que dans ce jeu de données, nos optimums, c'est tous les points rouges qu'on voit ici. Donc on va être sur du 5% de l'ensemble des simulations qu'on aurait fait. Et donc, ça serait le vrai front de Pareto, donc issu des simulations, donc les vrais points, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis ici, si je me mets dans le plan des objectifs estimés, je vais reconstruire du coup un front de Pareto. Vous voyez que là, le nuage il est déformé par rapport à celui-là. Donc il va être translaté, scalé, enfin il n'y a aucune raison pour qu'il garde une forme quelconque. Donc, et ce que je projette ici, là, en rouge, ce sont les vrais statuts des points. C'est-à-dire que quand un point est rouge ici, c'est parce que en fait, il est rouge ici parce qu'il est sur le fond de Pareto. Donc ce point-là rouge est un vrai optimum. Et donc on voit qu'ici, ce point-là, il est noyé dans les solutions, donc il va être manqué, potentiellement. Alors que ici, par exemple, ce point bleu, il va être sur le fond de Pareto, alors que c'est pas un optimum, hein, en réalité. Donc ce qui va se passer, c'est que nous, on aura accès uniquement à à ce plan des objectifs estimés, puisqu'on ne voit que les prédictions du modèle sur Gate. On va aller construire un front de Pareto dessus, et de la même manière qu'on a défini une bande ici,
eh bien là, on va se donner une marge aussi, donc on va aller chercher des optimums à hauteur d'une certaine épaisseur. Et donc on retrouve la situation que je mentionnais sur le schéma de principe, à savoir que ici, par exemple, si mon modèle sur Gate produit un plan des objectifs de ce type-là, je vais rater ces optimums ici. Et puis ici, en bleu, je vais avoir un certain nombre de faux positifs. Mm. Et donc la manière de quantifier la qualité de ça, donc vous avez compris que finalement la qualité du surrogate modèle, elle sera définie par le fait qu'il fournit un plan des objectifs avec les points rouges qui seront le maximum possible, enfin au mieux près de la frontière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai les points rouges qui se situent à l'intérieur du nuage, bah, je vais dégrader mon score. Donc ici, on aura un score de 80%. Pourquoi? Et voilà, 80% parce qu'on va monter dans le front de Pareto pour obtenir au moins 90% des optimums. C'est la limite, la contrainte qu'on s'est mise. Et on va regarder combien des points bleus on va correctement ne pas sélectionner. Pour le dire autrement, tous ces points bleus là qui sont pas intéressants, j'ai envie de les voir le plus loin possible de la frontière, de manière à ne pas avoir à les recalculer parallèlement fini après, et n'avoir que des points rouges ici. Donc ici, là, on aurait 80% des points bleus qui sont bien mis à l'extérieur de ce front de Pareto, sous contrainte qu'on soit monté dans le nuage, donc avec cette bande blanche, pour récupérer au moins 90% des points. Donc pour avoir un bon score, il y a deux manières de faire. C'est on fait en sorte que les points rouges soient le plus près possible de cette frontière, et on fait en sorte que les points bleus soient le plus éloignés de la frontière. Si on a une séparation complète, eh ben on a un score de 100%, parce qu'on arrive à trouver un seuil qui sépare les deux classes. Ici, par exemple, on aurait un score de 50%. S'il faut que je monte dans le nuage pour récupérer 90% des points rouges, je vais récupérer aussi 50% de faux positifs. Donc ce score-là, il peut être vu comme une espèce de score d'économie, hein, finalement. Parce que c'est combien de calculs je vais pouvoir ne pas faire en élément fini en me basant sur la prédiction du surrogate model. Donc en pratique, comment ça marche tout ça? On vous fournit un exécutable, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, que vous avez exécuté en local sur votre machine, en donnant le dossier de soumission dans lequel vous avez fait vos prédictions à partir du surrogate model, et le calcul va vous fournir, enfin l'exécutable va vous fournir une figure HTML en fait, qui ressemble à celle qu'on voit là, où on va retrouver bah, le front de Pareto, enfin le plan des objectifs réels ici. Ici, le plan des objectifs estimés par votre front de Pareto. Ici, on aura une représentation standard qui représente les valeurs prédites par rapport aux valeurs réelles, avec le R2 associé. Mais encore une fois, c'est indicatif. Le R2 n'est pas la métrique que l'on utilise pour scorer le modèle. Donc c'est juste de la visu. Le score qui vous intéresse, c'est celui qui est affiché en haut, et c'est celui que j'ai défini précédemment. Et puis ici, on a quelques figures de diagnostic supplémentaires. Quand tout à l'heure, je mentionnais le fait que pour avoir un bon score, il fallait bien séparer ces deux classes-là, bah, quelque part, cette vue-là, elle peut être représentée comme ça, ici, où en X, on va avoir la distance de chacun de ces points au front de Pareto. En l'occurrence, c'est la distance verticale uniquement. Et on voit que les points rouges ici ont une distribution de distance qui est en overlap avec la distribution de distance des points bleus. Et donc si j'arrive à séparer ces deux distributions, bah, j'aurai un score qui sera meilleur. Ici, on voit que on retrouve en fait les contraintes et les bases de la construction du score que je mentionnais. Je vais monter dans le front de Pareto d'une distance qui ici serait de l'ordre de 10 mm, de manière à récupérer 90% de la zone rouge. Donc c'est la contrainte que je me suis mise. Et ce faisant, bah, je récupère des faux positifs qui sont ceux qu'on voit ici et qui représentent un certain pourcentage de la distribution bleue, distribution que moi je veux complètement séparer et ne pas avoir à passer au calcul aimant fini. Donc ici, si je fais confiance à mon modèle surrogate, eh ben, je vais devoir calculer tous ces points-là, donc je vais récupérer en grande partie ceux qui m'intéressent, mais je vais aussi devoir calculer tous ceux-là, donc ce qui représente peut-être 20% de la population bleue, donc un nombre de calculs conséquent, que je vais faire pour rien, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des optimums. Et donc ici, on retrouve bah, une courbe, alors c'est pas exactement une courbe ROC, mais c'est l'équivalent, on a inversé les axes, qui montre pour
le taux de récupération de bonnes données qu'on s'est imposé, et si 90%, eh bien de combien vous avez augmenté vos faux positifs. Sachant que cette barre verticale, du coup, elle est imposée par le score. Donc ça Ouais. permet juste de voir que bon, si on s'était mis à 60%, on aurait été sur d'autres, mais que globalement, nous, on s'est imposé cette contrainte-là, et donc il en résulte ce score de 80%. Et ici, on a juste à titre informatif la sélection des points qui serait faite par le modèle sur gate, mais reprojeté dans l'objectif, dans le plan des objectifs réels, donc l'équivalent de Mhm. ce qu'on voit ici. Donc là, on voit la sélection qui serait effectuée si on utilisait en aveugle le modèle sur gate. Ben, on irait chercher donc à peu près tous les points qui sont dans la bande, mais on aurait un certain nombre de faux positifs et on en aurait quelques-uns qui sont ratés. C'est ceux qu'on voit ici, là. Si on regarde bien en détail, il y en a 3 là qui sont manqués. Le jeu de données fourni, du coup, c'est un SharePoint auquel on donne accès, qui contient donc un folder avec les données d'entraînement, donc entrée-sortie, qui contient les inputs pour faire les prédictions, donc les 1200 fichiers dont on parlait. On a un petit notebook Python avec une petite librairie associée juste pour faire un peu de visualisation, puis pour vous montrer, enfin pour vous guider sur la manière dont doivent être écrites les sorties, parce qu'évidemment, ce scoreur-là, il lit des données écrites sous un format donné. Donc ça, tout ça, c'est décrit dans le notebook. Et puis, on a le scoreur qu'on mentionnait, qui est un exécutable qu'il faut exécuter en local sur votre machine. Et je crois qu'il a été passé en zip pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, mais on vous laisse gérer tout ça. Tout ça, c'est finalement ce qu'on l'a dit, hein, c'est une redite de ce qu'on vient d'expliquer dans le slide précédent. Donc en gros, on a transformé là, dans ce qu'on dit, un problème de régression, qui est le problème qui consiste à prédire un champ de déplacement à partir d'une géométrie. On l'a transformé en un problème de classification, à savoir Ouais. est-ce qu'on est capable de bien séparer deux catégories d'objets qui sont des optimums versus les non-optimums. C'est ce qu'on dit ici, et puis on s'est mis finalement un rappel en cible de 90%, et ce qu'on va regarder, c'est quelque part ce qu'on appelle la spécificité en termes d'épidémie. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je vous ai mis ici une figure de ce que donnerait le score sur un modèle random, un modèle qui prédirait de manière constante la moyenne des déformations. Donc ici, on aurait une réponse qui serait constante, qui serait celle-là. On aurait un R2 qui serait même négatif dans ce cas-là. On aurait une prédiction ici qui serait, donc là il y a un effet d'échelle, hein. On est sur la même valeur, donc c'est juste le zoom qui donne l'impression qu'on a ce nuage-là, mais en fait on est effectivement sur la même valeur prédite. On aurait un front de Pareto qui serait prédit complètement aléatoirement, mais on aurait surtout, comme j'expliquais tout à l'heure, une superposition complète des deux distributions. Ouais. Okay. Et donc du coup une courbe ROC qui serait sur la diagonale, et puis un AUC de 0,5 comme on l'aurait avec un classifieur random. Et donc là on voit que ce modèle ne servirait à rien. On sélectionnerait l'intégralité des points, ce qui fait que bon, on serait bon pour les passer au calcul élément fini direct, on n'aurait pas de gain. Et donc un modèle non naïf, bah, on retrouve ce qu'on disait, on sépare les deux distributions, on a un front de Pareto, on a les points rouges qui sont près du front. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle, finalement, quelque part, si j'ai des prédictions qui sont offsetées de manière systématique, bah, je ne vais pas affecter le score quelque part. Je vais affecter le R2, parce que mes prédictions vont être décalées, mais ce qu'on regarde nous, c'est finalement un classement des intrusions pour conditionner à une masse donnée. C'est ça, hein, la manière de formuler la chose. Donc si mon modèle me donne le bon classement relatif des intrusions pour une masse, pour une gamme de masses données, et bien du coup j'ai un bon score. Et c'est quelque part ce qui nous intéresse. Souvent en industrie, de toute façon, quand on passe par un surrogate, on va revalider les choses au calcul élément fini par derrière. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un bon classement relatif des propositions design pour savoir lesquelles sont celles qu'on doit valider. Et puis après, de toute façon, la valeur
réelle en valeur absolue, on l'aura par le calcul élément fini, puis de toute façon on confirmera après, à l'essai, au test physique et je crois qu'on a à peu près tout dit.